enrichissant cette petite coupe, hein. Écoutez, je trouve que ça nous va bien. Formidable. J'ai besoin de changement. Ma chère Bernadette, avec votre bleuté, votre ensoleillement, quelle Bernadette êtes-vous? Je suis Bernadette Fiction. Oh yeah! Pulp Fiction. Oh yeah! Vous reconnaissez, vous savez? Exactement! Bernadette! Je suis fiction parce que c'est une fiction. Quel drôle de jeu de mots, j'adore! Dites-moi plus. Je vais vous parler d'un livre de Sarah Walker qui s'appelle Les voleurs d'innocence. C'est un roman que j'ai adoré. Il est très dense parce qu'il est long, mais on est pris dans l'histoire et jamais, au grand jamais, Bernadette, je ne me suis ennuyée. On aime ce genre de... J'ai parcouru les pages, j'ai parcouru les vies et j'ai été jusqu'au bout avec la même luminescence. La luminescence de votre pull. Tout à fait. En fait, c'est l'histoire, c'est un peu baroque, hein, c'est un peu barré d'ailleurs. Baroque barré. Voilà. C'est l'histoire d'une famille aux États-Unis qui vit dans une grande demeure, un manoir qui ressemble à un gros gâteau, si l'on veut. Et il se fait que dans cette famille, il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Chaque fois qu'une des filles se marie, parce qu'elles sont plusieurs, je vais vous le dire, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, elles sont 6 sœurs. Elles sont 6 sœurs chez les Chapelle, parce que le nom de famille est Chapelle. Et chaque fois qu'elles se marient, que se passe-t-il? elles meurent. Elle meurt? Elle meurt. C'est la malédiction des Chapelles. Voilà. Tout de suite, directement. Et donc, l'histoire commence par une des sœurs, Iris, qui est devenue... Elles ont toutes des noms de fleurs. Une des sœurs qui est devenue, qu'on retrouve des années plus tard, dans une autre région, qui a fait sa vie, qui est artiste, peintre, et qui a caché finalement son identité au monde entier. Jusqu'au jour où une des nombreuses journalistes qui lui écrivent, parce qu'elle est très connue, très demandée, lui écrit en disant « J'ai découvert quelque chose sur vous, est-ce vrai ?» Et là, tout se remet en branle, tout son passé lui revient à la figure. Elle nie les faits, mais la journaliste insiste, et Iris décide de prendre un carnet et d'écrire son histoire. Je suis intriguée, Bernadette. Est-ce qu'un petit extrait vous intéresse? Oh oui, j'aimerais en savoir plus. Je vous vois titiller. Oui, j'ai l'eau à la bouche. Le chapitre ici s'appelle Bellflower. On est en 1950. Plus tard, après le commencement de cette succession de tragédies, les enfants du village inventèrent une comptine à notre sujet. Les sœurs Chapelle, d'abord elles sont mariées, puis elles sont enterrées. Le fait que nous vivions... Sympa les enfants du village, Bernadette. C'est charmant. Bon, le harcèlement a toujours existé. Hein. Oui, je sais, Alors, malheureusement. Oui. Le fait que nous vivions dans une énorme bâtisse victorienne ressemblant à un gâteau de mariage n'aidait pas. Si c'était un roman, ce détail repousserait les limites de la vraisemblance. Mais c'était bien l'aspect de notre maison, et je ne peux pas modifier la réalité. Notre demeure, dans la partie ouest de Bellflower Village, était un exemple parfait de ce qu'on appelle communément le style architectural gâteau de mariage. C'était une de ces résidences privées les plus photographiées du Connecticut. Je suis certaine qu'encore aujourd'hui, on peut en trouver un cliché dans certains ouvrages. La maison avec ses étages en cascade et ses détails ornementaux donnait l'impression d'être décorée à la douille avec du glaçage blanc. Le regard se portait en premier lieu sur la tour centrale, dominante et gothique, perchée au-dessus du reste du bâtiment et entourée de lucarnes miniatures. On pouvait imaginer Réponse balancer sa tresse par une de ses ouvertures. Sous la tour, le toit incliné de la mansarde ceignait le haut de la maison ponctué par les fenêtres du 2e étage qui, du sol, paraissaient minuscules. Une promenade de la Veuve saillant et une balustrade marquaient le 1er étage. Puis venait le rez-de-chaussée, avec ses baies vitrées et ses portiques, ses fioritures omniprésentes et ses grandes tiges de fleurs encerclant le soubassement. Elle semblait, tout droit, sortie d'un conte de fées. C'est ce que tout le monde disait. Si l'on avait pu découper l'extérieur de ce gâteau de mariage avec un couteau, on aurait trouvé à l'intérieur 6 jeunes filles. Astère, Rosalinde, Cala, Daphné, Iris, Hazel. Chacune d'elles destinée à se marier un jour. Dans leur vie, c'était l'unique certitude. Chers amours, chers disparus. C'est intriguant, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, je vous le conseille. Franchement, écoutez, j'ai été prise dedans. Les voleurs d'innocence. Les voleurs Foncez. d'innocence. Je vais je vais le lire. Et vous, Bernadette? Écoutez, Quelle Bernadette êtes-vous?
Je vous le dis en mille, ma chère Bernadette, je suis Bernadette en quête de rire. En quête de rire. En quête de rire. En quête de rire. Oh là là. En quête de rire. Exactement. Parce que figurez-vous, ma chère Bernadette, que ce n'est pas que ce roman est un roman humoristique, pas du tout, ce n'est même pas un roman, mais ça faisait longtemps que j'avais pas explosé de rire, en éclat de rire, en plein milieu de mes transports en commun, de la rue, à tout moment. Chaque fois que je plongeais dans ce livre, il y avait un moment où je fondais de rire. Alors, ce qui est drôle, c'est que je vois que ce n'est pas un roman. Qu'est-ce que Et ce n'est c'est? pas un roman. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi » de Holly McNish. Holly McNish est une poétesse écossaise, contemporaine. Et c'est un recueil de poésie, mais de récits aussi, et de nouvelles. Et donc, on suit en fait le fil de la pensée de l'autrice à mesure du récit, des poèmes, des nouvelles qu'elle nous propose. C'est succulent. Un melting pot. Un petit melting pot Un succulent, avec tout de même un fil de pensée. Donc, on commence vraiment sur les souvenirs de ses grands-parents, les décès, la maternité, des réflexions sur la maternité. Il y a la place de la femme qui est présente en permanence, en filigrane, dans toutes les pensées. On a aussi un passage un peu plus olé olé, tout un chapitre sur la masturbation féminine. Ah ben voilà. Donc on a vraiment tout un panel de l'expression féminine dans toutes les différentes facettes de la société et le désir de sortir de certaines injonctions sociétales. C'est orgasmique. Tout à fait orgasmique. C'est un livre jouissif, si je puis me permettre. Explosons de Jouissons saveur. d'un extrait. Voilà. Allons-y, ma chère Bernadette. Enfin, de 2 extraits, je vois. J'ai pris 2 petits extraits, je me suis permise, parce que je suis gourmande, et aussi parce que je voulais vous montrer le style récit et le style poétique. Vous êtes toutes pardonnées, allez-y. Oh, merci, ma chère Bernadette, pour votre indulgence. Je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Mais vraiment, je ne supporte pas cette espèce de terrain d'entente où l'adulte définit ce qui serait vilain. La version polie qu'on m'en donne lors de fêtes d'adultes très ennuyeuses, c'est quand quelqu'un fait passer une boîte de Ferrero Rocher et me dit « Vas-y, on peut bien faire un petit écart de temps en temps », au moment où je m'apprête à prendre un 2e chocolat. C'est peut-être pour moi l'idée la plus agaçante de la désobéissance, celle qui vise des personnes qui ne suivent pas un régime à la Gwyneth Paltrow, une mauvaise conduite récupérée par les grandes marques de chocolat, de yaourt et de fromage frais, qui essaient de véhiculer une idée à la fois puritaine et sexy, mais tout aussi culpabilisante de l'indiscipline, laquelle, au mieux, se résume à manger du chocolat quand on est censé être à la diète ou à descendre furtivement la nuit dans la cuisine où le magnète sur la porte du frigo nous rappelle que si l'on grignote entre les repas, la taille de notre culotte augmentera. Tout cela pour que nous plongions une cuillerée de yaourt à faible teneur en sucre entre nos lèvres, comblée comme s'il s'agissait du nectar sorti des cornes du diable. Il est révélateur que cet aspect diététique de la mauvaise conduite soit surtout, mais pas uniquement, vendeur chez les femmes. Peut-être est-ce à cause de cette raison, peut-être simplement parce que tout ça est tellement pénible bordel que cette idée de désobéissance me donne envie d'embarquer la boîte entière de Ferrero Rocher et de les engloutir un par un. Et maintenant, nous avons un petit poème sur la maternité, qui s'intitule « En volant leur innocence ». Ah ben, voleur d'innocence. Oh, c'est beau! Oh, j'avais pas fait le livre. Ma Bernadette, enfin. Oh, mais c'est magnifique! Mais c'est formidable. C'est un poème qui rentre en résonance avec le titre de votre Ah bah je le livre. tiens comme ça. Ah bah tenez-le. Je reprends « En volant leur innocence ». J'ai dit à ma fille que je saigne tous les mois, que ça commence à 12 ans, peut-être 14. Je lui ai montré des coupes menstruelles, des tampons et des serviettes hygiéniques. Elle est restée là, près de l'évier, m'a regardé laver le sang de mes mains, essorer la serviette, cercle rose maculant l'évacuation. Elle a demandé si ça me faisait mal. Je lui ai dit que certains jours, j'ai l'impression d'avoir absorbé mon propre poids en muscles. Certains jours, je me sens faible. Mais la plupart du temps, ça va. On a parlé des utérus, qui construisent des parois chaque mois. Elle a fait Burke devant le sang. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que j'avais une vulve. J'ai dit une vulve. J'ai répété le mot autant pour moi-même que pour elle. Elle a pouffé. Répété un Burke. J'ai dit, c'est ce qu'arrière-grand-maman appelait les fesses de devant. Elle a encore pouffé. Elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai montré un dessin de lèvres et de clitoris, de capuchon et d'urètre. Je lui ai dit qu'à la puberté, le clitoris grossira. Le capuchon peut se dégager. Elle a gloussé, a dit, maman, c'est trop d'informations. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que son corps était à elle, et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que parfois, quand je me touche le corps d'une façon que j'aime, je sens un fourmillement à l'intérieur, comme un bain bouillonnant ou un bon caca. Elle a ri à ça aussi, demandé à quel âge ça commence à marcher. J'ai dit, ça dépend, et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que personne ne devrait la toucher, que l'intérieur de sa culotte était aussi privé que ses pensées. Elle a soupiré. Oui, je sais, on me l'a dit à l'école. Sauf avec tes propres mains, ai-je dit. Elle a dit oui.
et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que les rapports sexuels entre adultes n'étaient pas seulement pour faire des bébés, en dépit de ce que beaucoup de gens te diront, et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que les grands jouaient avec les corps des uns des autres, comme sur les cordes d'un clavecin, que le sexe peut être un arc-en-ciel de chansons, que c'est illégal avant 16 ans, que le sexe non consenti est illégal et mal, et que les sensations qu'elle peut avoir sont parfaitement normales. Et elle n'a pas arrêté pour autant, elle n'a pas arrêté pour autant. Elle n'a pas arrêté pour autant de jouer aux poupées et aux petits trains, d'embrasser ses nounours chaque soir, de ramasser des marrons dans la forêt pour de nouvelles batailles. Elle n'a pas arrêté pour autant de regarder des dessins animés à la télé, de réclamer des glaces, de rigoler au moindre P, de me tenir la main, de regarder des deux côtés avant de traverser la route, de danser autour des chaises jusqu'à ce que la musique de la fête s'arrête. Car ce n'est pas ainsi qu'un enfant perd son innocence. C'est magnifique. Et Bernadette, vous savez, je n'arrêterai pas pour autant de tourner sur ma chaise pour vous écouter. Tant que nous pivotons, ma chère Bernadette. Je n'arrête pas pour autant ce bouquin. Je vous le prends. Et je prends Pour le autant, autre. je vais me régaler. Pour autant, ça va être succulent. Et pour autant, je vous dis au revoir. Au revoir, Bernadette. Autant, au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour autant.